Avez-vous déjà imaginé tomber amoureux au milieu du chaos le plus délicieux de la vie? Eh bien, l'histoire que je vais raconter aujourd'hui est exactement ainsi. Un mélange explosif de désespoir, de rire, de croissant chaud et d'amour à Paris. Préparez-vous à rencontrer Jacques Cartier, un architecte français renommé dont la vie était un traité de perfection, régi par des lignes droites et des horaires impeccables. Jusqu'à ce que le chaos, déguisé en une petite fille de 6 ans et une nounou quelque peu imprévisible, envahisse son monde. C'était Chloé, sa fille, une mini-tornade avec un talent indéniable pour transformer le plus tranquille des appartements parisiens en un véritable champ de bataille. Et Élodie Lefebvre, la nounou, une artiste bohème qui voyait la vie comme une toile blanche, prête à être remplie de couleurs vibrantes, même si cela signifiait peindre le mur du salon avec de la gouache. Vous n'imaginez pas l'aventure que ces 3 personnages vont vivre. Préparez vos cœurs, car cette histoire est pure émotion. La vie de Jacques Cartier était une symphonie d'élégance et de précision. Chaque meuble de son appartement parisien, avec vue sur la Seine, était parfaitement positionné. Ses projets architecturaux étaient des chefs-d'œuvre de fonctionnalité et d'esthétique impeccables. Sa montre, un modèle suisse de précision millimétrique, dictait le rythme de ses journées, chaque minute soigneusement planifiée. Après la perte de sa femme, la routine était devenue sa seule compagne, un bouclier contre la douleur. Mais l'arrivée de Chloé, sa fille de 6 ans, a ébranlé les fondations de ce monde soigneusement construit. Chloé était un mini-ouragan, une force de la nature qui ne se laissait pas intimider par les règles, les horaires ou l'élégance minimaliste de l'appartement paternel. La recherche d'une nounou est devenue une odyssée. Jacques a interviewé des candidates impeccablement vêtues, avec des CV brillants et des références impeccables. Mais Chloé, avec sa sensibilité aiguë et son caractère têtu, les rejetait toutes. L'une était trop rigide, une autre trop formelle, une autre encore simplement ennuyeuse. Les tentatives infructueuses s'accumulaient, laissant Jacques épuisé et de plus en plus désespéré. Sa vie professionnelle, qui auparavant coulait avec la précision d'une montre suisse, a commencé à souffrir des conséquences directes de l'absence d'une personne fiable pour s'occuper de sa fille. Il manquait des délais, dormait moins et le stress s'accumulait. La machine implacable de Jacques Cartier était sur le point de tomber en panne. Chaque jour qui passait, le sentiment d'impuissance l'étouffait. Il avait besoin d'aide, mais trouver la bonne personne semblait une mission impossible, un puzzle dont les pièces ne s'emboîtaient tout simplement pas. Il en venait à penser à abandonner certains projets pour pouvoir s'occuper personnellement de Chloé. Mais il réalisait vite que ce ne serait pas une solution viable à long terme. La solitude, la responsabilité et la pression l'écrasaient. Il avait besoin d'une solution, et rapidement. L'angoisse de ne pas réussir à trouver la personne idéale pour s'occuper de sa fille le consumait, minant ses énergies et sa capacité à gérer son travail. Il était au bord de l'effondrement. Au milieu du désespoir, Jacques aperçut une annonce. Nounou pour fille de 6 ans, Paris. L'espoir, aussi ténu qu'un fil de soie, renaquit dans sa poitrine. Il lut l'annonce attentivement, mais rien dans le profil de la candidate ne l'impressionna. Élodie Lefebvre, 25 ans, artiste, expérience soin. Eh bien, disons que l'expérience n'était pas son point fort. Son CV était plus un collage artistique qu'une liste de qualifications. Mais il y avait quelque chose dans sa lettre de motivation, une touche de spontanéité et un enthousiasme contagieux qui le fit reconsidérer. Peut-être, pensa Jacques, que la perfection n'était pas la solution. Peut-être avait-il besoin d'un peu de chaos pour équilibrer sa vie excessivement organisée. L'entretien fut une expérience. Élodie arriva en retard avec un sourire radieux et un chapeau haut en feutre qui défiait toute norme d'élégance. Ses cheveux étaient en désordre et elle portait un sac rempli de pinceaux, de peintures et d'un livre de poèmes. Jacques, habitué à la précision et à la formalité, sentit un nœud dans sa gorge. Elle était l'opposé de tout ce qu'il attendait, mais quelque chose dans son énergie vibrante, dans son authenticité désinvolte, le captivait. Elle parlait avec passion de ses peintures abstraites, de ses poèmes improvisés et de sa vision singulière du monde. Il l'observait, surpris et intrigué. Élodie, pour sa part,
percevait la rigidité de Jacques, son besoin de contrôle, et pourtant elle se sentait étrangement attirée par lui. Il y avait une fragilité derrière la façade impeccable, une solitude qui transparaissait dans ses yeux. Elle n'avait pas d'expérience avec les enfants, mais elle avait quelque chose de plus important, une capacité authentique à se connecter à l'âme des gens. À la fin de l'entretien, Jacques, n'ayant plus d'autre option, prit une décision audacieuse. Il engagerait Élodie. C'était un risque, un saut dans l'inconnu, mais il était prêt à prendre le risque. Après tout, que pouvait-il arriver de mal ? Il était si désespéré de trouver une solution que la proposition d'Élodie, bien que complètement différente de ce qu'il attendait, semblait être la seule option viable. Il savait que sa vie soigneusement organisée était sur le point d'être bouleversée. Et d'une certaine manière, il était impatient. Il avait besoin d'un changement, et Élodie était le cyclone parfait pour cela. Les premiers voyaux-jours furent un tourbillon. Élodie, avec son caractère imprévisible, transforma la routine impeccable de Jacques en un véritable cirque. Des peintures éparpillées dans le salon, des dessins sur les murs, de la musique forte et des improvisations théâtrales étaient désormais la nouvelle norme. Jacques, initialement sous le choc, observait la transformation de sa maison avec un mélange d'irritation et de fascination. Chloé, cependant, était ravie. Élodie la traitait comme une artiste en herbe, encourageant sa créativité et son imagination. Ensemble, elles créaient des mondes fantastiques avec des blocs de construction, des pinceaux et beaucoup d'imagination. Ce furent des après-midi pleins de rires, d'histoires inventées et de jeux fous qui résonnaient en vagues dans les pièces de l'appartement. Élodie ne suivait pas de règles, n'avait pas de patience pour des plannings rigides. Elle improvisait, inventait, et sa spontanéité contagiait Chloé. Elle l'emmenait dans des parcs, dans des musées, dans des cafés charmants, transformant la ville de Paris en une scène d'aventure. Elles apprenaient ensemble, riaient ensemble et créaient un lien indéfectible. Jacques, qui ne voyait auparavant que le désordre, commença à percevoir la beauté du chaos. Il observait Chloé, plus joyeuse et désinhibée, et réalisait combien la spontanéité d'Élodie l'avait transformée. La petite fille, qui auparavant se renfermait sur elle-même, exprimait maintenant ses émotions librement, avec la même spontanéité que sa nouvelle nounou. Jacques, en voyant la transformation de sa fille, commença à remettre en question sa propre rigidité. Il réalisa que la perfection qu'il recherchait tant l'avait enfermé dans une cage de règles et d'attentes. Élodie, avec son désordre et son énergie contagieuse, lui montrait un autre chemin, un chemin rempli d'imprévisibilité, mais aussi de joie et d'authenticité. Il commença à observer les détails. Le sourire de Chloé aux côtés d'Élodie, l'énergie qu'elles dégageaient ensemble, les moments de complicité qui se créaient entre elles. Il comprit que ce désordre, ce chaos, était en réalité un signe de vie, une expression de liberté et de créativité. Et, dans ce chaos, il commença à voir la beauté d'un nouveau monde, un monde qu'il avait jusque-là refusé de voir. Chaque jour qui passait, il se sentait de plus en plus proche d'Élodie, non seulement en tant qu'employeur et employé, mais comme deux personnes partageant une connexion profonde et authentique. Il réalisait sa manière de voir la vie, avec une spontanéité et une joie qu'il avait perdues. La cohabitation entre Jacques et Élodie évolua progressivement, passant d'une relation professionnelle tendue à une amitié inattendue. Lui, initialement irrité par le désordre et le manque d'organisation, commença à apprécier la spontanéité et la créativité d'Élodie. Elle, de son côté, apprit à respecter le besoin d'ordre de Jacques, réalisant qu'au-delà de sa rigidité se cachait un homme sensible et affectueux. Ils commencèrent à converser, à partager leurs expériences, à dévoiler les couches de leur personnalité complexe. Jacques, habitué à la solitude, découvrit en Élodie une amie, une confidente, et peu à peu, quelque chose de plus. Un jour, alors que Jacques travaillait sur un projet important, Chloé tomba malade. Élodie, sans hésiter, s'occupa de la petite avec tendresse et dévouement, administrant des médicaments, lisant des histoires et réconfortant l'enfant dans ses moments de faiblesse. Jacques, l'observant de loin, fut surpris par la naturelle et la douceur avec lesquelles Élodie s'occupait de sa fille. Il réalisa à quel point elle tenait à Chloé, combien elle se dévouait à elle, et cela le toucha profondément. À ce moment-là, il comprit qu'Élodie n'était pas seulement une nounou, elle faisait partie de la famille.
Mais tout ne fut pas rose. La différence entre leur style de vie générait des frictions. Jacques, habitué à l'ordre et à la discipline, s'irritait du désordre d'Élodie. Elle, de son côté, se sentait étouffée par la rigidité et le besoin de contrôle de celui-ci. Il y avait des moments de tension, de malentendus, de discussions enflammées. Mais, au milieu des conflits, une attraction indéniable fleurissait entre eux. Les regards échangés, les sourires timides, les touches casuales révélaient une chimie inéluctable. Ils venaient de deux mondes différents, avec des tempéraments opposés, mais qui, paradoxalement, se complétaient. La passion commença à se manifester par des gestes subtils, des regards prolongés, des conversations qui se prolongeaient tard dans la nuit. L'attraction entre Jacques et Élodie devint indéniable. Les longues conversations sur l'art, l'architecture et la vie en général se transformèrent en rencontres passionnées. Les rencontres occasionnelles se métamorphosèrent en rendez-vous planifiés, pleins de complicité et de passion. L'appartement, jadis symbole d'ordre et de perfection, devint le théâtre de rencontres clandestines, débordantes d'amour et de passion. La vie de Jacques, si soigneusement organisée, commença à se désorganiser, mais cette fois, ce n'était pas un chaos indésirable. C'était le chaos de l'amour, un chaos beau et enivrant. L'amour entre Jacques et Élodie fleurit au milieu du chaos de leur vie. C'était un amour différent, inattendu, né de la nécessité, de l'amitié, de l'admiration mutuelle. C'était un amour qui défiait les conventions, qui transcendait les différences. Ils apprirent à se respecter, à se valoriser, à se compléter. Jacques apprit à se détendre, à laisser couler, à embrasser la spontanéité. Élodie, de son côté, comprit l'importance de l'organisation, de la responsabilité et de la stabilité. Ensemble, ils trouvèrent un équilibre, une harmonie entre le chaos et l'ordre. Chloé, témoin silencieuse de cet amour grandissant, devint la complice parfaite. Elle adorait la compagnie d'Élodie et en même temps éprouvait une profonde admiration pour son père. Elle observait les deux avec une tendresse et une sagesse qui surprenaient même Jacques. Elle percevait le bonheur qu'Élodie apportait à la vie de son père, et cela la remplissait de joie. La petite famille se consolida, non pas dans des modèles traditionnels, mais dans une union fondée sur l'amour, le respect et la complicité. Un jour, lors d'un voyage en famille dans un château médiéval de la région de la Loire, un imprévu mit leur relation à l'épreuve. Chloé eut un petit accident, rien de grave, mais qui provoqua un moment de tension et de peur. Jacques, dans un état de panique, se trouva complètement perdu, incapable de gérer la situation seul. Ce fut Élodie qui, avec sérénité et efficacité, s'occupa de tout, calmant l'enfant et recherchant une aide médicale. À ce moment-là, Jacques réalisa la véritable force et le courage d'Élodie, sa capacité à faire face à toute situation, aussi inattendue soit-elle. Ce fut un moment crucial, qui scella définitivement l'amour entre eux. Après cet imprévu, Jacques décida d'assumer ses sentiments pour Élodie. Il lui demanda sa main, non pas dans un cadre romantique et planifié, mais au milieu du chaos délicieux d'un après-midi de jeu avec Chloé. Ce fut une demande simple, sincère, pleine d'amour et d'émotion. Élodie, sans hésiter, accepta. C'était le début d'un nouveau chapitre, un chapitre écrit avec une encre vive, remplie de couleurs éclatantes. Un chapitre qui célébrait l'amour, la famille et l'équilibre entre le chaos et l'ordre. Le mariage fut une fête joyeuse et décontractée, une célébration de l'union de deux mondes différents qui se rencontrèrent et se complétèrent. Famille et amis se réunirent pour célébrer l'amour de Jacques et Élodie. Un amour né au milieu du chaos et épanoui dans la plus pure et véritable des joies. Chloé radieuse fut la demoiselle d'honneur parfaite, un symbole de l'union qui était née de la nécessité d'une nounou et s'était transformée en une famille. L'appartement, autrefois symbole de la rigidité de Jacques, devint le théâtre d'une nouvelle histoire. Une histoire d'amour qui transcenda les attentes, un amour qui montra que la perfection n'existe pas, mais que le bonheur peut être trouvé au milieu du chaos le plus délicieux. Et ainsi, au milieu des rires, des étreintes et de beaucoup d'amour, Jacques et Élodie commencèrent à construire leur vie ensemble. Une vie pleine d'amour, de rire, d'aventure et bien sûr d'un peu de chaos. Un chaos organisé, un chaos beau, un chaos qui devint l'ingrédient parfait pour la recette de leur bonheur.